Je dois dire en fait que je suis assez ému, hein. Je suis très touché euh, parce que je découvre petit à petit en moi que je n'avais pas vu. Il me manquait comme une clé en fait pour me comprendre et quelque part du coup m'unifier. C'est vraiment cette part manquante auquel j'ai fait beaucoup allusion finalement dans tous mes livres. Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. Alors, on refait encore une vidéo ensemble, mais cette fois-ci, elle est très particulière. Et j'aimerais, pour faire la transition avec toutes les vidéos qu'on a fait ensemble, expliquer un peu dans ce parcours-là quel est le fil rouge et pourquoi on en arrive là aujourd'hui. C'est-à-dire que on s'est rencontrés sur une même thématique sur ta chaîne, qui est les abus sexuels et spirituels dans l'Église, où tu as été à un moment donné un premier de cordée pour moi, que tu m'as aider à prendre conscience du phénomène d'emprise dans les religions en général, qui n'est pas anodin. Et c'est vraiment en sortant d'emprise qu'on se rend compte qu'on a été sous emprise, c'est-à-dire qu'on prend conscience de ce qui a été comme un étau étouffant parce qu'on en sort et on se libère. Et on a discuté plusieurs fois sur tes vidéos, on se l'est dit l'un l'autre, on sentait qu'il y avait une connivence qui se sent par les auditeurs en général d'ailleurs, comme avec d'autres personnes avec qui tu parles sur ta chaîne. Euh, et en fait, c'était une connivence parce qu'on a vécu la même chose, mais aussi une connivence dans une recherche assez intense sur le pourquoi des choses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé plonger dans tes livres et qu'on a décidé, dans ton blog aussi d'ailleurs, et qu'on a décidé de faire des vidéos sur tes livres, lesquels parlent, je dirais, de deux thèmes principaux, outre le blog. Donc le blog et la chaîne vidéo tournent autour de deviens ce que tu es, et c'est un peu ta quête à travers la sortie du carcan, soit de l'éducation, soit et surtout, ça a été nos sujets de conversation principaux, la religion. Et ça, c'est un des thèmes de tes livres qu'on a beaucoup approfondi. Et l'autre thème, c'est plutôt les traumatismes. Et donc, tu as cette quête un peu... en fait, j'utiliserais quand même volontiers le mot... ils sont peut-être un peu négatifs, mais il y a quelque chose de ça. Si on dit positivement, ce serait une quête passionnée. Si on utilise négativement, on pourrait dire il y a quelque chose d'obsessionnel et d'un peu torturé. Mais moi, ça ne me déplaisait pas dans le sens que je ressens la même chose dans mon fonctionnement cognitif à moi. Euh, et puis est venu le moment où, je disais, tu as été premier de cordée pour me sortir un peu de l'emprise des religions. Et à un moment donné, j'ai senti que j'avais une clé de compréhension de ce qui se passait chez moi au niveau neurologique et qui faisait que j'avais tellement de mal à être bien au milieu des gens en particulier. Et me concernant, j'ai fait un diagnostic qui est tombé comme étant le spectre de l'autisme. Je suis sur le spectre de l'autisme. Donc, notre dernière vidéo ensemble, sur ta nouvelle playlist sur ta chaîne qui concerne l'autisme, Ouais. c'était pour parler de ce diagnostic-là. Euh, la raison pour laquelle je trouve, enfin, je disais dans ma vidéo précédente, je trouve très important de parler de ça, c'est que je trouve que on est dans une société qui a fonctionné avec, selon moi, des biais cognitifs. Donc là, je parle de façon globale, puis après, on va parler de toi, parce que cet échange, cette fois-ci, c'est pour parler de toi. Donc, de façon globale, je pense qu'on est dans une société qui a fonctionné avec des biais cognitifs, et je m'explique.
un des grands biais vient justement de la religion, qui est de comprendre un peu le sens de l'existence à travers le bien et le mal en dehors de nous. S'il arrive des malheurs, c'est soit parce que c'est permis par Dieu, soit parce que c'est le démon qui nous tente. Et donc on explique la souffrance à travers ça. Et on explique même le sens de notre existence, c'est-à-dire on peut devenir soi en recevant la grâce de Dieu, si on résume, hein, en gros. Et puis ensuite est arrivé l'avènement de la psychanalyse, où le nouveau biais, à mon sens, c'était en fait les malheurs viennent des traumatismes, justement. Et je découvre maintenant, à travers mon propre diagnostic d'autisme, que c'est assez restreint, parce que on peut tout expliquer à travers les traumatismes, on peut croire tout expliquer, comme pour la religion, mais ça peut être aussi des interprétations et des croyances, en fait. Et dans la psychanalyse, il y a beaucoup, beaucoup de croyances. Euh, Pas dans la psychologie scientifique et qui se base sur des recherches et tout ça, mais dans la psychanalyse. Et une des ces grosses croyances, grandes croyances justement, est que si quelqu'un va mal, il faut chercher les traumatismes. C'est vraiment un biais qui a été utilisé dans l'autisme. C'est-à-dire forcément, ça vient de la maman qui a été soit trop, soit pas assez. Et c'est toujours un peu à ça que se résument les raisons expliquées sur le mal-être de quelqu'un. Donc voilà, donc cette fois-ci, j'ai été dans la cordée un peu, euh, la première de cordée à ce niveau-là avec toi, dans le sens que découvrir mon fonctionnement neurologique et à quel point c'est non seulement ce fonctionnement neurologique qui fait que j'ai eu des difficultés et pas que mes traumatismes, d'une part. D'autre part, les difficultés viennent du fonctionnement de la société entière, pas juste les traumatismes ou papa-maman, mais la société entière a cette espèce d'obsession pour la normativité. D'où le titre de la vidéo maintenant, où tu dis la normalité n'est pas faite pour moi. Et combien on peut souffrir de ça. C'est cette prise de conscience. Donc là, tu m'as rejoint dans cette prise de conscience que effectivement, la normalité est un peu une recherche compulsive d'une société quand il y a beaucoup de monde et qu'il faut la faire fonctionner tous ensemble. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir des automates qui fonctionnent de la même façon quand il s'agit d'aller vers un rendement, une efficacité et tout ça. Et donc, il y a cette espèce de rouleau compresseur depuis l'école où si on n'est pas semblable au groupe, on est rejeté. Et ça, en fait, ça peut provoquer des souffrances gigantesques, notamment et surtout dans le fait qu'on peut, à force de vouloir correspondre au groupe pour être accepté, se perdre soi-même. Et ça, c'est quelque chose où on se rejoint tous les deux beaucoup, dans ce sentiment de s'être perdu. Et ce n'est pas du tout facile de se trouver dans la mesure où la société entière nous renvoie le miroir, non pas sur qui on est, mais sur ce qu'on doit être. Je veux dire, je me rends compte, moi, à travers mon diagnostic d'autisme, que je ne pouvais pas savoir qui j'étais si j'avais passé mon temps, comme font les animaux, enfin en général, les animaux que nous sommes aussi, à chercher un modèle et chercher dans le regard des autres à savoir qui je suis et qu'on me renvoie dans le regard des autres le fait que je ne dois pas être qui je suis, en fait. Mhm. Voilà, donc j'en suis arrivée à un moment donné à faire des recherches approfondies sur l'autisme. Et alors, je vais dire comment les choses se sont passées. Quand j'ai commencé à vouloir t'en parler, parce qu'on est tous les deux assez passionnés dans nos recherches, euh, ça a été un thème que tu voulais pas trop entendre. En tout cas, tu voulais pas entendre que ça pouvait me concerner ou éventuellement te concerner. Donc, tu m'avais dit, j'avais dit que moi, je voulais quand même faire un diagnostic et tu étais très surpris et tu m'as dit, mais ne me dis pas le résultat, je voudrais pas changer mon regard sur toi. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, c'était d'abord un chemin que je devais faire moi, changer mon regard sur moi ou pas. C'est-à-dire, en fait, ne pas changer mon regard sur moi, mais sur l'autisme. Je me suis rendu compte à quel point l'autisme était quelque chose de stigmatisant,
vu de façon négative, comme un trouble, une déficience, et qu'il y avait quelque chose d'assez scandaleux là-dedans, parce que maintenant que je rencontre énormément de personnes autistes, avec parfois un haut quotient intellectuel, passionnantes, virtuellement essentiellement, mais bon, je me rends compte de la richesse de ces personnes et combien elles gagnent à être connues et qu'elles ont beaucoup apporté au monde, et je me dis, mais quel scandale! Et donc, de plus en plus passionnée par ce sujet, euh, je, je pouvais pas ne pas t'en parler. Et je me suis dit, ben, quand j'ai reçu mon diagnostic, je me suis dit que j'allais te dire que j'avais reçu mon diagnostic parce que c'était ça passe ou ça casse, ou les expressions que j'aime bien, c'est à prendre ou à laisser, c'est-à-dire moi Mhm. je veux être moi. Et si je Oui. suis pas acceptée comme je suis, tant pis quoi. Mhm. Voilà. Et en fait, ça t'a énormément interpellé parce qu'entre-temps, on avait beaucoup discuté ensemble, fait des vidéos et tout ça. Et tu t'es rendu compte effectivement que c'était plutôt ton regard sur l'autisme qu'il fallait changer. Donc voilà, j'aimerais que tu me racontes un peu comment ça s'est passé pour toi quand je t'ai révélé ce diagnostic, ce que ça a eu comme impact, le chemin que tu as fait depuis, et si tu veux réagir à tout ce que j'ai dit comme introduction. Oui, c'est une large introduction. Il y a beaucoup de choses en fait très intéressantes dans ce que tu as dit. Euh, je dois dire en fait que je suis assez ému, hein. Je suis très touché euh, parce que je découvre petit à petit en moi que je n'avais pas vu. Il me manquait comme une clé en fait pour me comprendre et quelque part du coup m'unifier. C'est vraiment cette part manquante auquel j'ai fait beaucoup allusion finalement dans tous mes livres, autour de laquelle j'ai tourné, retourné, ressassé, essayé de creuser. Et de fait, comme tu le disais, j'ai mis quelque part tous les symptômes que je pouvais avoir, ma façon de penser, de voir le monde, d'être quelque part toujours un peu en dissonance, déphasé par les autres. J'ai mis ça en fait exclusivement sur le trauma, ne voyant pas d'autres explications. Euh, et si je veux revenir par le début, en fait, je vais reprendre du coup les choses évidemment par rapport à ma chaîne. J'ai de fait pas mal évidemment cherché l'une ou l'autre personne qui serait susceptible d'avoir des choses intéressantes, utiles à dire par rapport à la thématique essentielle de ma chaîne qui était effectivement les victimes de l'Église, quelque chose qui par définition me touchait très fort, ayant senti fortement moi-même combien la religion avait été une emprise dans ma vie et m'avait empêché de vivre librement. Et donc finalement, via Facebook, finalement, à un moment donné, je vois que tu as écrit un livre étouffé. Et je prends contact avec toi et tu me, tu me renvoies en fait toute une série de questions qui, pour le coup, m'ont questionné en me disant, tiens, c'est la première fois que je suis confronté à quelqu'un qui me demande autant finalement pourquoi je souhaite quelque part entrer en lien avec cette personne et pourquoi effectivement je souhaite l'interroger sur son livre. Euh, et je pense que d'ordinaire, avec d'autres personnes, je me serais dit, oula, ça m'a l'air compliqué, cette personne, elle est super compliquée, on va faire simple, merci, au revoir, quoi. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, c'est vrai que je me suis dit, mais la façon dont les questions me sont posées, ce sont des vraies questions, en fait. Et donc, je vais aller plus loin que mon réflexe premier qui me serait de me dire, trop compliqué, j'arrête. Et je me dis, je vais entrer véritablement en lien et voir concrètement moi, de l'intérieur, pour quelles raisons, effectivement, je souhaite que cette personne témoigne sur ma chaîne alors qu'il y a d'autres témoignages. C'est un peu ce que tu m'avais dit, il y a déjà d'autres témoignages, donc quelque part, qu'est-ce que je vais apporter de plus? Et puis on a fait notre échange vidéo, et tu m'as dit en fait un mot qui après m'a fait réfléchir et auquel spontanément je ne songeais pas. Tu m'as dit, mais Pascal, entre nous deux, c'est fluide. C'était un mot que je n'avais jamais véritablement entendu, parce que quand on est quelqu'un de traumatisé, qui se pose beaucoup de questions, qui est très torturé, et qui a un peu cette quête justement, effectivement, assez désespérée, un échange fluide, c'est pas évident.
c'est vraiment pas évident de se dire que ça peut exister avec quelqu'un. Et donc, du coup, j'étais extrêmement touché par toi, sans savoir évidemment encore clairement pour quelles raisons. Il y avait cette connexion, cette connivence, cette compréhension. Et on s'est rencontrés du coup après, j'ai envie de dire, dans la vraie vie et pas simplement virtuellement. Et on a eu l'occasion en fait d'échanger. Et en échangeant, j'avais le sentiment que tu entendais, que tu comprenais ce que je vivais et que c'était reçu en fait, c'était entendable. Alors que moi, j'avais eu le sentiment jusque maintenant que justement, j'avais beaucoup masqué mon trauma, les conséquences de mon trauma. J'avais essayé de survivre en fait derrière un masque et avec une carapace en fait terrible. Et je sais pas en fait qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour la première fois, véritablement, j'ai j'ai osé en fait faire ce saut dans le vide quelque part, prendre le risque de me montrer tel que je suis et de prendre le risque de voir comment quelque part ce que j'allais dire allait être reçu. Et je t'ai dit que pour moi en fait Charles Juliet a énormément compté dans ma vie parce que c'était justement à travers quelque part le virtuel, cette fois à travers le livre, à travers la littérature, il avait mis des mots justes en fait sur ce que je vivais. Et plus je le lisais, et plus je me sentais rejoint, et plus je me sentais rejoint, et plus je me disais, mais je ne suis pas le seul en fait à vivre enfermé dans ce carcan avec ce lourd trauma. Et je me disais en fait, ce genre de personnes, on les rencontre dans la littérature, mais dans la vraie vie en fait, faire confiance à quelqu'un à ce point-là, être entendu à ce point-là, être rejoint à ce point-là, c'est quelque part quelque chose de qui n'existe pas en fait, dont quelque part tout le monde rêve, de quelqu'un qui te comprend, qui ne te juge pas, j'ai envie de dire qui t'aime tel que tu es en fait, qui te reçoit tel que tu es et qui te rejoint profondément. Et, euh, et c'est vrai que quand on a discuté au fur et à mesure, j'ai véritablement senti entre nous deux cette connivence, ce non-jugement. Et maintenant, je me dis avec le recul que de fait, on est entre guillemets câblés de la même façon. C'est-à-dire qu'on a les mêmes aspirations, on a le même désir en fait de creuser en soi, ce même désir d'intériorité, de se connaître. Euh, et du coup aussi, quelque part, quelque chose qui m'a toujours fait beaucoup souffrir, c'est d'essayer justement de m'adapter au monde, à ce monde dit normal, d'où le titre du générique que tu as cité, La normalité n'est pas faite pour moi. Et en fait, cette normalité en fait, ne me correspond pas, ne me convient pas. Cette compétition, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être en permanence dans les apparences, et puis après, en fait, sentir ce jugement, cette hypocrisie. Ce monde, en fait, je me suis toujours dit, et je l'ai écrit à plusieurs reprises et différemment, et j'ai tourné longtemps autour, je me suis dit, en fait, ce monde ne me correspond pas. Et pourtant, j'essaye, néanmoins, puisque c'est ce monde-là dans lequel je vis, j'essaye d'y correspondre, puisque je n'ai pas d'autre choix, en fait. Je suis dans le monde, et je me dis, quelque part, tant que je ne me connais pas moi-même, mais j'essaie, en fait, de correspondre par définition à ce qui m'est proposé, aux autres. Jusqu'à un moment donné où dans un livre, j'ai écrit cette phrase qui pour moi était une sorte de mantra, ni plaire ni déplaire. C'est-à-dire que quand je dis les choses, j'affirme enfin ce que je pense véritablement, mais j'ai peur de déplaire parce que j'ai toujours appris en fait à plaire. J'ai toujours appris à faire en sorte que mon besoin et mon désir passent en second. Et donc quelque part, ça m'a coupé complètement de moi-même, ça m'a rendu complètement mutique, incapable de savoir finalement quels étaient mes besoins et mes désirs. Et à ce moment-là, quelque part, on est un peu sous la coupe, à la merci du premier venu. Que ce soit la religion, que ce soit éventuellement des membres d'une famille, que ce soit des connaissances. Quand on ne se connaît pas soi-même, en fait, on a cette confusion intense en soi qui fait que l'on ne sait pas justement qui l'on est et qu'on est un petit peu comme une feuille en fait morte, un survivant et le moindre coup de vent te fait aller à droite, à gauche, mais toi-même en fait tu sais pas très bien pourquoi tu vas à droite, pourquoi tu vas à gauche, si c'était quelque part que tu suis un petit peu les autres. Et c'est ça en fait à un moment donné que je me suis rendu compte que quelque part avec toi justement, c'était pas ça en fait que tu voulais, c'était pas ça que tu recherchais et que tu avais besoin d'authenticité. Et donc ce besoin, je l'avais aussi, mais je n'osais pas en fait le révéler parce que je me disais quelque part que c'était pas quelque chose qui pouvait concrètement se vivre. Quand on a appris en fait pendant des dizaines d'années à vivre à côté de sa vie,
du coup, se, se réunifier et petit à petit oser être soi, ça prend des plombs, quoi. Ça prend des plombs. Et je me suis dit très longtemps, cette quête, en fait, c'est une quête véritable qui m'a pris des dizaines d'années, dans laquelle je me suis englouti, j'ai envie de dire coréen, notamment dans l'écriture. Et chaque fois, je sentais en fait que cette écriture, je parvenais pas à aller plus loin. Donc, il y avait une méconnaissance de moi qui subsistait. Je n'arrivais pas à atteindre ce noyau dur. Et donc, il y avait en permanence encore cet étouffement qui était en moi, cette anxiété. Et toujours, en fait, je tournais autour de ça. Et toujours, je mettais tout ça, en fait, sur le compte du trauma. Jusqu'à un moment où j'ai commencé à me questionner par rapport à ton propre questionnement à toi et ton propre respect aussi, parce que ça m'a beaucoup aidé de me dire que qu'il ne s'agit pas de coller une étiquette évidemment à quelqu'un, de vouloir l'enfermer et de se dire, tu sais, je sais qui tu es, je vais te le dire, et puisque tu as l'air un peu paumé à côté de tes pompes, je vais te donner un petit éclairage parce que j'ai une lumière pour toi. Donc tu m'as parlé de toi en fait, tu m'as parlé de toi, tu m'as parlé de ce que tu vivais, et je me suis rendu compte petit à petit en fait que ce que tu me disais me parlait, que quelque part en soi, enfin oui, j'ai envie de dire les choses comme ça. En soi, ce que les choses, en soi, ce que tu disais en fait était révélateur de ta personne et que ta personne en tant que telle était en fait, ben, elle était magnifique quoi. Je veux dire, voilà, tu es quelqu'un pour moi qui compte énormément, qui m'a énormément touché, qui m'apprend encore quelque part à vivre. Et c'est assez remarquable, oui, de se rendre compte quelque part que il y avait cette cordée quelque part, c'est-à-dire que j'avais compris une part de ma vie en termes d'emprise, en termes de religion, et donc quelque part j'y allais franco, quoi. Je me disais, mais pour m'échapper de ce carcan, de cette impasse, il faut en fait que je sois rentre dedans. D'abord pour moi, pour sortir de ça, et quelque part dans l'espoir, quelque part que les gens qui sont tellement habitués par la religion et tellement habitués en fait de la trouver quelque part géniale, même si elle leur fait du tort, à un moment donné, il faut y aller un peu durement. Et c'est ce que j'ai un peu fait avec toi, et quelque part, j'ai envie de dire que ça t'a aidé sur ton chemin et de me rendre compte maintenant en fait que et c'est ça une vraie relation aussi d'amitié, c'est de se rendre compte qu'on est justement sur un pied d'égalité et qu'un jour en fait c'est l'un qui aide à avancer l'autre et un autre jour et contre toute attente et de façon totalement imprévisible en fait c'est l'autre en fait qui nous aide en fait à nous comprendre dans notre part justement la, la plus essentielle en fait. La part la plus essentielle et quelque part pour moi cette part qui était justement la plus invisible et que je n'aurais jamais pu en fait voir si à un moment donné tu ne m'avais pas dit quelque part foncièrement qui tu étais dans ton identité et sans qu'il y ait eu toute cette connivence entre nous qui fait qu'à un moment donné, te connaissant déjà, je me suis dit, en fait, elle me donne son diagnostic, mais en fait, malgré toutes mes craintes que j'ai pu avoir, ça ne change rien en fait. Sophie, je la connais, Sophie, je l'apprécie telle qu'elle est et c'est elle que j'aime, c'est elle que j'apprécie. Donc ça ne change rien. C'est pas une autre personne, c'est juste la même personne qui me dit en fait ce qu'elle est en fait ce qu'elle est véritablement. Et donc, dans un deuxième temps, du coup, ben, sachant qui tu es et sachant en fait pour quelles raisons j'étais rejoint à ce point-là, forcément, ça m'a questionné. Je me suis dit, c'est bizarre, Sophie, elle me dit comment elle est câblée, elle me dit comment elle fonctionne, et bizarrement, en fait, je m'entends super bien avec elle, et peut-être, en fait, je fonctionne un petit peu comme elle. Ouais. Et puis du coup, j'ai été voir moi-même parce que j'ai cette passion aussi justement de me comprendre. Et donc je me suis dit, en fait, je vis aussi la vie comme une urgence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie de me comprendre, j'ai envie d'avancer. Et avancer pour moi, c'est aussi de me donner les moyens d'avancer, c'est-à-dire de sortir de ma zone de confort quelque part et d'aller investiguer ailleurs. Et donc ailleurs, évidemment, c'était par rapport au spectre de l'autisme. Et donc j'ai écouté énormément de vidéos. Dans un premier temps, je me dis, ouais, peut-être ça un petit peu. Mais en fait, comme on a beaucoup masqué, évidemment, et que par définition, j'ai pas été voir de ce côté-là, du coup, ça m'a pris beaucoup de temps aussi. Beaucoup de temps et en même temps peu de temps. Parce que ça fait quand même quelques semaines que je me pose la question. Donc, mais du coup, c'est vrai que
j'ai eu cet intérêt très très spécifique pour le coup d'aller de ce côté-là et de regarder un maximum de vidéos. J'ai aussi déjà acheté plusieurs livres et je me suis dit oui, les deux caractéristiques essentielles, c'est la difficulté des relations sociales, ce mal-être justement dans le monde, cette difficulté à être quelque part au monde, d'être au même diapason que les autres, de ne pas avoir les mêmes intérêts que les autres, de ne pas être aussi à l'aise dans les relations sociales. Et puis, ce qu'on appelle, on y reviendra certainement, les stéréotypies, c'est-à-dire cette nécessité quelque part que tout soit prévu dans le quotidien. Donc, le côté aussi euh, imprévu est extrêmement paniquant. Et donc, à un moment donné, je me suis dit aussi, mais tu sais, en fait, Sophie, je mets tout sur le trauma, mais finalement, qu'est-ce que j'ai vécu de si grave qui explique en fait que j'en suis encore à me poser toujours les mêmes questions, à avoir cette même angoisse, à avoir cette même difficulté de vivre. C'est quoi ce trauma? J'arrive pas à me souvenir d'un instant précis où on m'aurait, j'ai envie de dire, harcelé de manière violente, où j'aurais été violé, où j'aurais été battu par mes parents. Alors j'ai vécu dans un univers toxique, dysfonctionnel. Ça, c'est clair, ça, je l'écris, je l'ai ressassé. C'est un trauma et en soi, ça explique toute une série de symptômes. J'ai été extrêmement dépressif chronique, j'ai été extrêmement fuyant par rapport aux autres, j'ai eu ce côté complètement mutique, incapable de dire quel était mon besoin, mon désir. C'est clair que quand on a des parents qui eux-mêmes ne donnent pas toute la place à leur enfant et à leur propre au développement de l'enfant, on se referme. Mais à un moment donné, je me dis, j'ai quand même pas mal creusé la question, j'y ai vu clair, je l'ai écrit. Donc, j'ai plus rien à découvrir de ce côté-là. En fait, je sais, et pourtant, je reste avec cette même difficulté. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc, quand j'ai compris évidemment que mon fonctionnement n'était pas forcément lié à un trauma, mais peut-être effectivement lié plutôt à l'autisme, je me suis dit dans un premier temps, bon, ça me gêne un petit peu quand même, l'autisme, j'ai un peu Rainman en tête, j'ai vu, j'ai pas vraiment envie de passer entre guillemets pour un handicapé mental. Puis bon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé de fonder une famille. J'ai essayé d'avoir des enfants et de les aimer comme j'ai pu. J'ai un métier, je gagne ma vie. Quelque part, je suis performant, je suis rationnel, je suis intellectuel, je décrypte. Mais, mais en même temps, à côté de ça, j'ai ce côté un peu en déphasage, quoi. Je me sens pas complètement en harmonie avec les autres. Et donc, je me suis dit à un moment donné, mais il y a effectivement ce spectre, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement autant d'autistes que de personnes que d'autistes. Et donc, il faut éviter aussi de se coller une étiquette et de se dire, l'autisme, c'est ça. Donc, soit tu ne peux pas y correspondre, soit si tu y corresponds, c'est vraiment que tu as de sérieux problèmes dans la vie que tu n'as peut-être pas encore tout à fait vu. Il serait peut-être temps d'y voir clair dans ta vie. En fait, donc je me suis dit, compliqué dans un premier temps. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais je peux plus reculer en fait. J'ai beaucoup aimé cette phrase que j'ai faite mienne aussi et que j'ai réentendue dans ta propre bouche, c'est je n'ai plus rien à perdre. C'est ça en fait. Et je pense que quand on s'est forcé toute sa vie, ouais, quand on s'est forcé toute sa vie à être en fait celui qu'on n'était pas et à faire des choix en fait qui n'étaient pas véritablement les nôtres, se découvrir enfin dans sa véritable identité, c'est très violent. Je l'ai déjà dit parce que ça vient de très loin du coup et ça veut dire qu'on n'a pas vu en fait son mode de fonctionnement et que du coup il y a eu de la honte, de la culpabilité, l'impression de ne jamais être en phase avec les autres et quelque part de sentir que les autres attendent de nous quelque chose qu'on peut pas donner et on ne sait pas pourquoi on peut pas le donner. Donc on se force du coup
à essayer de donner malgré tout, à donner des explications, et ces explications, on ne les a pas. Et donc, on ne parvient pas à communiquer, en fait. Comment communiquer correctement quand on ne sait pas, en fait, ce dont on est porteur? C'est comme quelqu'un qui a finalement un, un handicap qui est inadapté et le diagnostic n'est pas encore fait, quoi. Et tant que ce diagnostic n'est pas fait, en fait, la personne tourne autour de sa personne, elle n'y comprend strictement rien, elle sent qu'elle est inadaptée, les autres lui montrent qu'elle est inadaptée, et tout ce qu'elle sait faire, c'est finalement fuir, c'est finalement éviter le questionnement des autres, c'est du coup vivre dans une profonde solitude. Donc, donc ici, en fait, cette pièce manquante, c'est pas un détail, quoi. C'est la pièce du puzzle qui me manquait. Donc c'est c'est véritablement mon identité, quoi. Donc c'est pas rien. Et c'est ce qui fait évidemment après coup que je comprends évidemment euh, pourquoi je me suis senti, pourquoi je me suis senti et pourquoi je me sens si proche de toi. Il y a ce lien en fait qui est en fait ce lien que j'ai aussi perçu, creusé, entendu avec Charles Juliet. C'était du même ordre, cette quête d'intériorité, ce refus d'accepter ce monde tel qu'il est, ce refus d'écraser l'autre pour arriver, cette authenticité, ce besoin justement pour l'artiste de ne pas être juste quelqu'un qui fait de l'art, mais que son art corresponde à son être intérieur, cette cohérence interne en fait, c'est toujours ça que j'ai recherché moi toute ma vie, c'est être cohérent. Et je la trouvais pas cette cohérence parce que de fait je pouvais pas la trouver en fait. Je pouvais pas la trouver et du coup je me dis c'est incroyable quoi. Je veux dire c'est pas anecdotique, c'est compliqué à expliquer en fait. C'est compliqué à expliquer pour qui n'a pas vécu, pour qui n'est pas passé par là. C'est compliqué de comprendre à quel point en fait c'est de rechercher toute une vie et de passer à côté, c'est une véritable souffrance. Et se dire un jour que qu'on n'a plus en fait à tourner autour de soi sans fin, comme un oiseau dans sa cage ou quelqu'un dans une prison mentale euh, qui, qui souffre jour et nuit en fait, parce que c'est une véritable souffrance en fait. Hein. C'est ce que je disais souvent dans mes livres, c'est une véritable lame de fond quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose où un matin on se lève et on se dit ouais j'ai des trucs à faire, c'est génial, et les choses à faire sont effectivement géniales. Mais tout est lourdeur quand même. Je veux dire, il y a une tâche, il y a pas une légèreté en soi. Il y a pas véritablement un désir de vivre, de s'épanouir. Il y a pas on s'autorise pas en fait à vivre et on ne sait pas pourquoi on s'autorise pas à vivre. Donc quelque part, on ressasse et on se tire une balle dans le pied, quoi. On est dans un truc où finalement, on a l'impression d'être finalement sur Terre pour se dire, mais qu'est-ce que je fous ici, en fait? Je comprends rien, je comprends rien. Jusqu'au jour où, où de nouveau, il y a cette clé, il y a cette clé qui manquait et ce qui est quelque part extraordinaire, c'est que cette clé ici, pour le coup, bah là, c'est toi qui me l'as donnée, quoi. Je veux me dire, c'est pas un médecin, c'est pas un psychologue, c'est pas quelqu'un dans mon entourage. C'est me dire aussi, j'ai 57 ans et j'ai vécu toute ma vie et personne ne m'a rien dit. Personne ne m'a rien dit. Tous ceux que j'ai pu côtoyer, etc., qui se sont dit, Pascal, il est un peu bizarre, il est pas tout à fait comme les autres, il est quand même un peu compliqué à vivre. Enfin, personne ne m'a rien dit, quoi. Je veux dire, donc porter des jugements de valeur sur les autres, les stigmatiser, leur mettre pour le coup des étiquettes, ça effectivement, on peut en recevoir, quoi. Mais,
mais essayer de comprendre pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi on est comme ça, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, qu'est-ce que ça signifie. On n'est pas comme ça par plaisir en fait. On ne souffre pas par plaisir, on n'est pas maso, on n'a pas des coups de colère, des crises à un moment donné pour le plaisir d'avoir une crise. On n'a pas des difficultés à vivre parce qu'on est en fait juste un chieur et un emmerdeur. C'est parce que véritablement, il y a une véritable souffrance. Et tout ça, en fait, je l'ai écrit dans mes livres. Je l'ai écrit. Et j'ai l'impression, en fait, qu'il y a des choses qui sont illisibles, en fait, qui n'ont jamais été entendues, qui n'ont jamais été comprises. Et je pense que, malheureusement, on peut passer soi-même, avec soi-même, toute une vie sans se comprendre, mais on peut aussi vivre une vie avec les autres qui sont censés nous comprendre parce que précisément ce sont les plus proches. Et nos plus proches, en fait, peuvent être quelque part nos plus lointains, qui nous renvoient quelque part, du coup, à notre propre solitude, à notre propre enfermement et à notre propre incompréhension. D'où l'importance aussi, pour moi, euh, de, de dire les choses. De dire les choses pour moi, parce que j'ai été mutique et le besoin de parler, je sais que je l'ai maintenant et que je sais que d'autres sont aussi dans la souffrance et ont aussi besoin de mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Et, euh, et se dire que de fait, ouais, il y a rien de plus beau que de se rejoindre enfin. Moi, je me suis dit longtemps, il y a un enfant qui est mort en moi, ou en tout cas qui survit, et je ne sais pas comment le relever, quoi. Et petit à petit, en fait, je lui ai pris la main et je l'ai relevé petit à petit, mais je ne parvenais pas encore à le faire tenir debout. Et aujourd'hui, j'ai vraiment ce sentiment qu'avec cette pièce manquante, quelque part cette main que tu m'as tendue, je peux enfin entendre qui je suis et je peux enfin, quelque part, avoir cette audace d'être qui je suis et de m'accepter tel que je suis et à me sentir du coup parfaitement adapté. Et on y reviendra certainement, mais c'est vrai que quelque part, je me rends compte aussi que on n'est pas en fait en tant que tel inadapté au monde. C'est que le monde en fait est en soi inadapté aussi. Et que donc, au lieu de créer des passerelles entre les gens qui sont différents, le monde nous renvoie à notre solitude, mais le monde en tant que tel dysfonctionne, le monde en tant que tel ne fonctionne pas correctement. Et j'ai envie de dire, quand on voit évidemment ce qu'est, entre guillemets, la normalité, comment les gens dits normaux fonctionnent, on voit bien que le monde dans lequel on fonctionne dysfonctionne. On voit bien que les gens ne sont pas heureux, qu'il n'y a jamais autant besoin d'aller du côté du New Age, de l'ésotérisme, à la recherche du bien-être à tout craint. Le coaching fait fureur et n'importe quel gourou se lève et dit j'ai la solution clé sur porte et les gens sont prêts à suivre 10 heures de formation à des prix d'or. On sait à un moment donné, ça déconne complètement, quoi. Donc je pense effectivement que les personnes, pour le coup, autistes, sont différentes, mais ont une richesse intérieure absolument incroyable. Et, euh, et c'est peut-être parce que justement cette richesse quelque part on ne la trouve pas suffisamment que du coup on est isolé. C'est pas qu'on veut s'isoler, c'est qu'en réalité on a du mal à correspondre à une réalité qui ne nous correspond pas. Mais dès que l'on rencontre quelqu'un qui a la même quête intérieure que nous, qui a l'envie le désir intérieur de se réaliser pour le coup, c'est-à-dire évidemment d'être unifié, d'être lucide sur la réalité, d'être transparent, d'avoir ce besoin de justice. Dès qu'on rencontre cette personne-là, en fait, j'ai envie de dire, on est calé de telle façon qu'on la reconnaît à milieu, quoi. J'ai reconnu cette personne avec Charles Juliet, ça m'a ému, ça m'a ému au plus profond de l'être et puis après, je l'ai retrouvé avec toi et ça m'émeut aussi au plus profond de l'être. Voilà. J'étais un peu long, mais j'ai laissé défiler le fil. Moi aussi, j'avais été longue. C'est, ça fait partie des caractéristiques hypo ou hyper labile, mutique ou le contraire. Euh, En fait, ce que j'avais envie de faire dans un deuxième temps, c'est simplement reprendre les passages de ton livre qui parlent de ce fonctionnement neurologique-là
que ce soit l'autisme ou pas, en tout cas, qui s'en rapproche. Puis, euh, et pour que tu puisses... tu vois, parce qu'on avait commencé ensemble à lire un peu tous tes livres, et puis il y en a certains qu'on n'a pas encore étudiés, enfin étudiés, analysés ensemble. Et je voulais justement reprendre cela, mais cette fois-ci, à la lumière de la nouvelle lumière qui est la nôtre sur le fonctionnement neurologique, pour en parler. Et justement, tu parlais tout à l'heure, tu as beaucoup abordé la question de se comprendre, dont tu parles énormément dans tes livres. Je lis une page. Je suis comme un naufragé à la mer en quête d'une embarcation solide. J'écris des mots comme l'on fait des brasses pour ne pas couler, pour avancer, pour me sauver. Je dois écrire profond comme l'on reprend souffle, pour ne pas tourner en rond et m'épuiser en vain. Le besoin de creuser encore, le besoin du vrai, le besoin d'être. Cette quête insatiable qui empêche le repos. L'impression d'être dans une impasse, d'être insatisfait de tout. Je me sens parfois remis en cause jusqu'en dans mon être même, dans mon identité, mon existence. Donc là, tu tournes en rond autour de ce que tu viens de décrire. Et, Ouais. et puis tu écris aussi plus loin, mais comment être compris si je ne dis pas qui je suis? Ça, j'ai noté sur mon ordinateur. Comment dire qui je suis si je ne me comprends pas? C'est là le dilemme, l'impasse, la rencontre impossible, la terrible solitude. Et plus loin, tu écris, si tu n'as pas les mots pour te dire, tu es perdu. C'est une terrible expérience que celle-là. Chercher les mots qui se refusent à toi. Hmm. Ben oui, en fait, quand on ne sait pas qui l'on est et qu'on essaie justement de creuser en soi, de désobstruer le puits, comme j'aime cette image reprendre avec qui c'est le chat Juliet, euh, on essaie de se désencombrer, mais on ne va jamais suffisamment profond, on n'y parvient pas. Euh, et, et, euh, et de fait, quand on commence à avoir les mots, on commence quelque part à se resolidifier ou à se solidifier pour la première fois et on commence du coup à naître à soi-même, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de suffisamment fort en soi, suffisamment solide, sur lesquels on peut enfin s'appuyer. Alors que très longtemps, j'ai vécu dans un effondrement, c'est-à-dire avec des hauts et des bas, ce sentiment un jour d'aller mieux et puis de retomber à cause souvent d'un événement complètement anodin ou à cause quelque part à un moment donné d'un questionnement sur l'existence, de où je vais, de qui je suis, de ma difficulté d'être. Euh, et donc, il y a cette recherche finalement de cette colonne vertébrale. Tu as l'impression en fait d'être né sans colonne vertébrale, comme un peu comme un mollusque complètement flasque et qui ne sait pas véritablement du coup ce qu'il veut. Euh, Et donc oui, de fait, ces mots, c'est ça, en fait, c'est la recherche de mon identité, en fait, mais en fait, qui suis-je, quoi? C'est le connaître à toi-même et c'est évidemment aussi le sujet de ma chaîne, deviens qui tu es. Euh, et alors, ça peut paraître une question stupide, et quand je fais cette chaîne et ce blog, les premiers commentaires n'étaient pas forcément très élogieux en disant, bah, l'humain qui tu es, c'est un peu cucu, en fait, c'est un peu con. Mais en fait, c'est une question centrale. Et c'est là aussi qu'on voit parfois que les personnes ne se questionnent pas et ils ne peuvent pas entendre, du coup, ce que peuvent signifier des mots qui sont pourtant à ce point essentiels qu'ils fondent une vie. Mais deviens qui tu es, c'est, d'abord, évidemment, la question c'est mais qui es-tu? Et en fait, tu l'ignores. Quand tu viens au monde, tu ignores qui tu es et tu vas le découvrir grâce à la rencontre avec toi-même, grâce à la rencontre avec les autres, grâce au fait que tu parcours le monde, que tu pars à l'aventure. Mais comment ça se passe en fait quand tu n'as pas la clé justement, que tu nais au monde et que tu ne comprends rien, rien à rien? C'est ça qui est d'une violence extrême, c'est d'être dans une profonde confusion et de ne pas savoir en fait pourquoi tu es à ce point confus. Moi, alors du coup, évidemment ici, euh, avec ce dont nous avons parlé par rapport à l'autisme, par rapport à mon propre questionnement, du coup, c'est vrai que j'ai eu euh, ce besoin, du coup, de revenir sur ce que j'ai écrit
ce que j'ai cru comprendre de moi, sur les événements par lesquels je suis passé, ma façon de penser, ma façon de fonctionner, mes difficultés dans mon quotidien. Et je me suis dit, ah ok, je marchais tête baissée, je fouillais les gens, je fouillais le regard, j'avais du mal à entrer en communication, de prendre le téléphone, d'être confronté à quelqu'un qui vient sonner à ma porte de façon complètement imprévue, de détester en fait tout ce qui n'était pas de l'ordre de la routine, de tout ce qui n'était pas euh, possiblement prévu en amont, préparé pour justement essayer de maîtriser un maximum l'angoisse que j'avais de la rencontre, de l'imprévu. Et tout ça, en fait, et tout ça, je comprenais pas. Et même, je me disais, mais t'es complètement allumé, toi, en fait. Et c'est vrai, évidemment, que pour le coup, comme, pour le coup, comme évidemment, je suis né dans une famille dysfonctionnelle avec un papa schizophrène et une mère en fait si peu en phase avec ses émotions, tellement dans les apparences, tellement dans ce besoin de ne pas faire de vagues, de ne pas revenir sur le passé, d'avancer à tout prix, de faire comme si tout allait bien. Du coup, en fait, bah oui, je me suis mis un masque et j'ai fait comme on m'a dit. Et naturellement, pour moi, il me semblait assez évident, même si mon mal-être était extrêmement profond, il me semblait finalement assez évident d'être dans une famille normale. C'est-à-dire que c'est là-dedans que j'ai vécu, c'est là-dedans que j'ai grandi. Je n'ai connu que ça, en fait. Donc, donc c'est normal. Et malgré le mal-être, à un moment donné que je questionne, je me dis, ben oui, en fait, ce mal-être, à un moment donné, c'est parce que de fait, tu pensais naître dans une famille normale, mais en fait, cette famille n'est pas normale. Elle dysfonctionne. Tu as un père malade mental qui est extrêmement dépressif, qui est allé d'hôpitaux en hôpitaux avant d'être en psychiatrie jusqu'à la fin de ses jours. Et puis tu as une mère en fait qui veut rien entendre, qui est incapable en fait de discuter, qui est incapable de te dire je t'aime, de te demander pardon, de faire des choses avec toi qui sont ludiques, de dire quel est ton désir, est-ce qu'on ferait pas quelque chose ensemble, qu'est-ce qui te ferait du bien, etc. Et ton père non plus, il est dans son bureau, dans son boulot, il est instituteur, tout tourne comme ça en fait. Donc tu peux pas imaginer en fait un autre monde. Euh, et c'est vrai que du coup, c'est ce que je disais, mais c'était important parce que c'était mon écriture aussi. En fait, tout tournait autour du trauma. Et pour moi, c'était déjà d'une violence extrême de me rendre compte qu'à un moment donné, j'étais dans une famille dysfonctionnelle. De me dire, tu sais, Pascal, en fait, t'as pas le sentiment d'avoir été battu, mais il y a quand même un truc qui cloche chez toi, quoi. Et du coup, de fait, ce qui cloche, c'est le trauma. Et puis après, il vient la question de l'autisme, où là, tu te dis, mais peut-être, comme je le disais tout à l'heure, que euh, si tu n'as pas de souvenirs très très précis, mais qu'en fait ton mal-être, tu cherches comment tu étais, tu as l'impression qu'il a toujours été présent, ce mal-être, qu'il t'est consubstantiel, qu'il fait partie de toi, que tu as toujours été quelque part mal, mal dans ta peau, tu as toujours été inadapté. Et donc, du coup, tu te dis, bah, oui, l'autisme peut expliquer beaucoup de choses. Alors après, évidemment, tu essaies de faire la part des choses en te disant, il y a deux choses. Malheureusement, mon gars, tu les cumules. Il y a d'un côté le trauma, qui est déjà pas drôle à vivre. Et puis, en fait, il y a l'autisme qui, quelque part, a été de nature ne sachant pas évidemment que tu étais autiste, il était de nature, cet autisme, à renforcer ton mutisme, à renforcer ton trauma, à renforcer tes symptômes, à renforcer ta confusion. Et donc, à un moment donné, ouais, ben là, en même temps, c'est très violent à l'entendre, c'est très violent à le comprendre. Et en même temps, petit à petit, comme je disais tout à l'heure, en écoutant toute une série de témoignages, je me dis, et c'est incroyable parce qu'en fait, ces personnes, elles parlent d'elles-mêmes avec une telle aisance, elles ont une telle intériorité, une telle richesse, une telle compréhension d'elles-mêmes, et c'est quelque part ce que moi j'ai toujours désiré. Au plus profond de moi-même. C'était me connaître, me comprendre, savoir qui je suis, devenir ce que je suis en vérité. Et ce que je suis en vérité, je suis pas mon trauma, je suis pas les conséquences de mon trauma. Je suis en vérité mon fonctionnement, j'ai envie de dire pour le coup autistique, mais que maintenant, là où j'en suis, je vois en réalité comme une véritable richesse. C'est-à-dire que pour moi, le fait de me comprendre, c'est, c'est, c'est une libération complète, quoi. C'est une libération complète. Et du coup,
je me dis, parce que très longtemps j'ai dit, je veux pas mourir avant d'avoir vécu. oui, avant d'avoir vécu et et avant de savoir qui je suis en fait. C'est ça en C'est fait, ça. cette quête. Vécu ta vie, quoi. Pas Mais en celle fait, d'un autre. naître au monde et ne pas être, c'est terrifiant, terrifiant. Ouais. C'est une véritable souffrance. C'est là Et que, pardon. oui, et c'est là aussi qu'en écho j'entends celle des autres. C'est là aussi en écho que je me dis, mais j'étais tellement proche de telle ou telle personne. J'étais tellement dans l'écoute aussi, dans la compréhension, et les gens se sont sentis tellement rejoints, c'est parce qu'évidemment, parce que je commençais déjà à me rejoindre aussi, et donc à mettre des mots justes sans les avoir complètement ajustés. Parce que pour avoir des mots ajustés, il faut savoir d'où on parle, pour savoir d'où on parle, il faut savoir qui l'on est. Tout se tient, tout se tient, tout se perd en fait. Et quand ça ne tient pas, on se perd. Et quand on se trouve, et ben subitement en fait il y a tout qui se met en place et c'est fluide du coup, c'est clair, c'est net et tu sais pour un mutique qui se souvient de avec quelle difficulté il avait exprimé les choses par rapport à ses désirs, ses émotions, ses besoins, c'est pour le coup une révolution copernicienne. Et je me suis toujours dit, si moi-même, en fait, je parviens un jour à vivre, à savoir qui je suis, alors j'avais vraiment le sentiment que par où j'étais passé, ça voulait dire en fait que c'était aussi possible pour les autres. Et que quelque part, du coup, la désespérance n'était plus entre guillemets permise, c'est-à-dire il y avait une clé de compréhension qui me manquait encore, mais qu'en me comprenant moi-même pleinement, je pourrais peut-être en aider d'autres aussi à se comprendre. Ce qui est le cas. C'est là aussi que traumatisme et fonctionnement neurologique vont ensemble. C'est ce on disait un peu dans l'introduction où il y a des biais cognitifs, on met tout sur le compte du trauma, et puis en fait, il y a aussi le fonctionnement neurologique. Mais là où ça se rejoint, c'est que quand tu es censé être comme tout le monde et pas différent dans ton fonctionnement, c'est traumatisant. Donc, c'est ce que on entend beaucoup chez les personnes autistes, c'est que leur traumatisme ne vient pas à proprement parler de leur autisme, en fait, mais vient d'avoir été contraint de ne pas l'être, hein, quelque part. Oui, c'est ça. Oui, oui, d'être, de devoir se couler dans une norme qui ne nous correspond pas et sans savoir pourquoi elle ne nous correspond pas et devoir malgré tout si contrainte, si forcée. C'est exactement comme des travaux forcés en fait. C'est vouloir faire rentrer un carré dans un rond ou un rond dans un carré. Je veux dire, quand, quand c'est pas ajusté, alors ça coince, ça grince. Et quand c'est pas juste, j'ai envie de dire, un, un petit souci du moment, un petit désaccord d'un instant, mais que c'est quelque chose en fait de permanent qui fait partie de toi, alors ça veut dire de fait que tu ne te connais pas, tu ne te comprends pas et que du coup en fait tu es littéralement perdu en fait. Tu es perdu en fait, tu es perdu dans ce monde. D'où cette difficulté aussi, comme j'ai parfois dit, de faire corps avec soi. C'est-à-dire que j'avais vraiment le sentiment, enfin c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité d'être dissocié en fait. C'est-à-dire que l'esprit et le corps ne sont pas unifiés. Et donc j'avais ce sentiment euh, de devoir faire un effort colossal avec ma tête pour mouvoir mon corps en fait. C'est-à-dire que c'est comme si les deux, voilà, le corps était désarticulé quelque part en fait. Euh, et ce que je voulais dire aussi, évidemment, à un moment donné, c'est que je, très longtemps, évidemment, je me suis dit, bah, en fait, tout s'explique, en fait. Euh, quand tu es un papa schizophrène, bah oui, il y a une part aussi héréditaire qui, c'est un danger, c'est un risque, quoi. Donc très longtemps.
Tu as eu peur de glisser dans cette folie-là, quoi. Oui, Oui, bien sûr. Surtout qu'il y a une part, je sais pas comment dire le mot, mais chez l'autiste, il y a une part qui peut ressembler à la schizophrénie. Il y a des gens qui sont diagnostiqués schizophrènes alors qu'en fait, ils sont autistes. Ou bien des autistes qui deviennent schizophrènes à force de oui, ben du traumatisme. coup, tu sais, ça me questionne beaucoup parce que quand je sais évidemment que l'autisme par définition est inné, ça veut dire que non seulement de qui je l'ai reçu, mais à qui je l'ai donné, ça dans les deux sens. C'est par rapport aux ascendants et par rapport aux descendants. Bien sûr. J'ai décrit mes parents un tout petit peu pour les souvenirs que j'en avais dans mes livres. J'avais quand même le sentiment effectivement qu'ils n'étaient pas, c'est moins qu'on puisse dire, ajustés à leur vie. Mon père est décédé il y a quelques années, ma maman est toujours vivante, mais elle est toujours pas ajustée et elle ne comprend pas ses enfants. Euh, du coup, oui, on a le, le questionnement qui est de se dire, mais finalement, est-ce que derrière le manque d'émotion dans le chef de ma mère, il n'y a pas autre chose? Est-ce que derrière la folie de mon père, ce qui était diagnostiqué, il n'y a pas autre chose? Euh, et par rapport à mes propres enfants, éventuellement, telle ou telle difficulté, est-ce qu'elle ne pourrait pas s'exprimer, s'expliquer d'une certaine façon? Et se rendre compte, évidemment, et ça c'est capital pour moi et pour toi aussi, je sais bien, parce que quelque part, c'est du coup, quand on se comprend, on a envie que les choses soient dites, parce qu'on sait effectivement que quand ce n'est pas dit, que ce n'est pas diagnostiqué, c'est un drame pour l'existence et qu'il y a des gens qui meurent autistes sans savoir qu'ils sont autistes et que s'ils avaient été diagnostiqués et du coup aidés, accompagnés, euh, ben en fait on n'aura peut-être pas collé l'étiquette de schizophrène ou de bipolaire ou ramener tout à la psychiatrie. Mais qu'en réalité, il y a des explications entre guillemets toutes simples et qui font que si effectivement l'environnement est adapté à cette personne-là, elle fonctionne très bien en fait. Elle a aucun problème. C'est un peu la chambre à soi de Virginia Woolf que j'aime beaucoup, qui est de dire mais moi en tant que femme en fait pour m'épanouir, pour être moi-même, j'ai juste besoin d'une chose en fait, c'est de m'isoler et de pouvoir en fait être dans mon monde intérieur et de l'exprimer à travers l'écriture. Sinon, de fait, je dysfonctionne. Je ne suis pas moi-même. Mais c'est exactement en fait comme un poisson qui a besoin qui a besoin d'oxygène en fait. Ça fait partie de toi, de ton essence. C'est juste en fait vital. C'est un Un besoin poisson. vital. Un poisson qui a besoin d'oxygène. Non? Il y aura pas d'oxygène le poisson? Je sais pas, écoute. Il y a Mais quelque oui, chose qui... même dans l'eau, Ah, oui, d'accord. il a besoin d'oxygène pour vivre. Parce que moi, j'avais cette comparaison à un moment donné. J'avais l'impression de me sentir comme si j'étais une grenouille qui était née dans un amas d'œufs de poissons et que donc je croyais que j'étais un poisson. Et les poissons, ils nagent en banc et ils font tout pareil. Tout à coup, ouf, il y a tout le banc de poissons qui va là, qui va là. Et Ouais. moi, j'aurais été là, la grenouille, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi ils vont tous là? Mais... Et puis, me disant, mais j'ai l'impression de l'étouffer. Je sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai besoin d'air, justement. J'ai besoin de sortir. Et en fait, j'ai l'impression d'être nulle parce que je nage moins bien. En fait, je sais sauter, etc. Je cherchais comme ça, des images par rapport Oui, à la bah oui, personne oui. autiste qui ne sait pas qu'elle est autiste. Hmm. Et c'est vrai que du coup, il y a le drame qui peut conduire à des vrais traumas de ce qu'on appelle le masking. On utilise beaucoup de mots anglais dans l'autisme parce qu'ils sont plus faciles. Mais donc, c'est le masquage, en fait. C'est vrai que c'est tout aussi facile en français. Donc, ce dont tu parles, cette épuisante marche à côté de soi, c'est aussi, euh, au début de ton tout premier livre, tu écris Serais-je un jour l'acteur de ma vie? Avec toute cette ambivalence dans le mot acteur qui, à la fois, il a un masque, l'acteur, parce que il joue un rôle qui n'est pas le sien. Mais là, tu dis acteur de ma vie. Ça veut dire tomber le masque et sortir de la scène et être vraiment dans la vie, mais cette fois-ci la mienne. J'imagine que c'est ça que ça voulait dire. Oui, bah oui, oui, tout à fait. Quelque part, éviter d'être dans ce théâtre social dans lequel je ne parviens pas à me mouvoir et de fait devenir acteur de sa propre vie, c'est-à-dire bah, être simplement en phase avec soi ou être soi en fait, être soi, devenir soi. Euh,
c'est vrai que c'était une phrase. En fait, c'est ça qui est dingue. En fait, c'est que ce livre, je sais pas, ça fait plus de 10 ans qu'il a été écrit et je me dis tout était là en latence. En fait, tout était là. C'est ça qui est bouleversant aussi, c'est que j'ai essayé d'écrire au plus juste ce que je ressentais, ce que je vivais, ce que je voulais dire avec des mots, alors qu'en fait c'était mon premier livre. Ça veut dire que pour moi, tout ce que j'avais écrit avant, c'était des sortes de journaux intimes avec des détails de ma vie sans grand intérêt, c'est-à-dire ce que je faisais, mais pas qui j'étais. Je ne parvenais pas en fait à me creuser et j'avais trop peur d'aller au fond de moi et de jusqu'au moment où j'étouffais et j'en pouvais plus et je me disais ça suffit maintenant, il faut puisque personne ne met des mots sur ton existence, il faut que toi tu mettes des mots sur ton existence. Et l'écriture, elle a servi à ça. Et donc, ces premiers mots, c'était pour moi très très violent de me dire, serais-je un jour l'acteur de ma vie? C'est violent de se dire ça, hein. C'est de se dire, là pour le moment, en fait, Pascal, tu ne vis pas, en fait, tu survis. Et tout ce que j'ai écrit a été écrit vraiment au forceps aussi, et chaque fois de me dire, mais est-ce que j'exagère pas? Quelque part, j'allais dire, est-ce que je suis pas fou, en fait? Est-ce que cette réalité, elle est vraiment mienne? Est-ce que je me complique pas la vie en fait? Euh, c'est vrai, quand personne ne te dit rien, c'est compliqué de te dire que peut-être tu as quand même raison de penser ce que tu penses, alors qu'en réalité, autour de toi, on te dit soit que tout va bien, soit on te dit pas que tout va mal. Donc en fait, Oui. tu es dans un no man's land et tu es en plein désert et tu dois entre guillemets du coup te faire ta propre religion. D'où mes remises en question successives, et je les comprends évidemment aussi maintenant à travers l'autisme, c'est-à-dire ce besoin d'intériorité, ce besoin d'authenticité, ce refus en fait du diktat, ce refus de toute parole d'autorité extérieure qui en fait ne me correspond pas. Parce que là, en fait, j'en viens aussi à me dire, mais c'est incroyable quand je ressentais en fait ce besoin d'être ajusté à moi et cette tension qui me disait, mais tu ne peux pas t'autoriser. D'autres ont pensé pour toi, d'autres ont dit voilà où est le bien, voilà où est le mal. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable en fait. Je ne peux pas m'autoriser simplement à avoir mon propre désir, mes propres besoins. Je dois correspondre toujours aux besoins et aux désirs des autres. Mais c'est là pour le coup, c'est véritablement schizophrénique. Et ça peut rendre fou. Enfin, la façon de relire maintenant tes livres avec cette lumière nouvelle, c'est que ton désarroi, dont tu parles dans ton livre, est le reflet du désarroi du monde, quelque part, qui t'oblige à te masquer, ce qui fait que ça te tue à petit feu, alors que c'est exactement ce que n'aime pas. C'est ça le comble, c'est que la personne autiste est obligée de se masquer beaucoup plus que les autres, alors que c'est exactement ça qui est à l'inverse de son être profond, puisque son être profond aime l'authenticité plus que n'importe qui. Donc on est dans une espèce de perversion, dans le sens originel du terme inversion, qui est dramatique. Hmm. Alors, je vais relire plusieurs passages de tes livres sur le masking. Il y a plusieurs choses, mais alors, il y en a que j'ai écrit sur l'ordinateur et d'autres dans les livres. Être si pauvre dans la vie, si inadapté au monde, à sa course. Je suis comme un lit sorti de la rivière. Il ne coule pas dans le moule. Mais à ce point, c'est un handicap. C'est comme marcher à côté de ses souliers. C'est être fatigué avant d'avoir marché. C'est être blessé à mort, manquer de sang dans les veines et chercher la vie malgré tout. Et page 28, là. Cacher sa vie derrière un masque, se cacher à ses propres yeux. Au fond, se fondre dans la masse, se perdre, d'où mon extrême difficulté à faire la part des choses entre ma vie et les miens. Ce besoin de mise à distance pour ne pas sombrer à nouveau, pour maintenir un certain équilibre, un niveau d'angoisse acceptable. Toutes mes lectures, toute mon écriture s'expliquent par ce besoin dévorant de me connaître pour revivre. Et puis tu écris aussi ne plus être un caméléon sans identité. Et plus loin, le plus grave et le plus douloureux n'est pas de toucher le fond, c'est de s'être menti toute une vie. Hmm. Être soi, toujours plus, lâcher les illusions, les apparences, se dévisager, faire tomber l'armure, se réapproprier, lâcher prise, tiraillement entre l'obscurité et la nostalgie d'un ailleurs, là où il n'est plus de tricherie possible, de masque, d'apparence, seulement la vie à l'état pur.
Et il y a un très, très beau passage aussi où tu parles de ce rêve, en fait. Tu as souvent le rêve d'un ailleurs, le rêve d'une autre vie. Et en fait, c'est le rêve de ta vie. Et cet ailleurs, c'est celui où tu pourrais être toi-même. Le rêve d'un grand silence où il ferait bon vivre, où je serais entièrement moi, dégagée du bruit incessant de mes pensées. Et plus loin, je voudrais partir à milieu d'ici, dans un autre monde, un monde où le vrai aurait toute sa place. Je pourrais être enfin moi. En écho à ce que je viens de lire, à chaque fois, c'est dans des livres qu'on n'avait pas encore analysés Mhm. ensemble. Je cherche à être vrai, désentravé de ce qui me masque la vue. Je suis cet homme qui marche, le Giacometti que tu as repris comme image sur ton blog. Je comprends ce qu'il signifie, sa pauvreté, sa dénudation, son noyau dur. Un homme chétif, mais qui regarde fermement vers l'avenir. Je cherche à ne plus m'encombrer du regard de l'autre, à me désembourber de mon besoin de reconnaissance. Je cherche la nudité de l'être, là où nous sommes enfin vrais, là où nous osons enfin être nous-mêmes. Voilà, tout ça, ça tourne autour de tout ce que tu as Oui, dit jusqu'à maintenant, oui, qui oui, est oui, la quête, oui, oui. qui, comment devient qui tu es, qui n'est vraiment pas rien du tout, quoi, surtout quand les autres nous regardent à côté de nous-mêmes, en fait, quelque part. Ce qui peut rendre Oui. fou, de fait. Oui, ça peut rendre fou de ne pas être soi, ça peut rendre fou. Mais j'aime beaucoup dans ce que tu as lu, il y a un mot qui m'interpelle, qui est le mot caméléon, c'est-à-dire justement s'ajuster non pas à soi, mais aux autres. Et donc ce sentiment en réalité de devoir se dédoubler à chaque fois que l'on fait une rencontre, la personne en face est différente, et donc on essaie en fait de correspondre à cette personne pour être adapté à cette personne. Donc en fait, on n'est pas soi, on, on, euh, on se donne en fait l'illusion d'entrer en lien avec l'autre en masquant complètement ses propres émotions, ses propres pensées, ses propres sentiments. Et donc, quelque part, derrière ce masque, il y a une énorme souffrance où on est en permanence dans la recherche de correspondre à ce qui est attendu par l'autre, de valider l'autre en permanence, de ne jamais oser en fait être pleinement soi en disant réellement ce que l'on pense, de peur de déplaire, de peur de ne pas correspondre à l'autre. Donc c'est de nouveau la même chose. Quand on n'a pas d'identité, on cherche à se fondre dans l'identité de l'autre et donc à lui plaire en fait, à lui plaire jusqu'à finalement l'anéantissement de soi-même en fait. C'est ça en fait. Hein. Quand je parle de colonne vertébrale, sa colonne vertébrale, si on n'a pas de colonne vertébrale, on est anéanti. D'où aussi cette expression qui est l'effondrement psychique en fait. Quand on a vécu des relations où on a vraiment le sentiment de s'être battu contre soi pour être en fait l'autre, après quand on quitte cette relation qui est en fait qui est en pas une relation, on est, on est extrêmement mal et parfois en fait il faut des heures et des heures pour retrouver un minimum d'équilibre en soi, pour essayer de se réajuster un tout petit peu et pouvoir à nouveau, j'ai envie de dire presque se regarder dans la glace, être un minimum bien avec soi pour reprendre son quotidien et reprendre les choses à faire. Donc c'est ça aussi à un moment donné, je me disais, mais le faire, en fait j'en ai plein le dos en fait de faire. Je ne parviens pas à être et donc je fais mais je fais sans être dans ce que je fais. Se faire et cet être sont deux choses différentes. Alors que quand on est vraiment, ce que l'on fait nous constitue, fait partie de nous, nous enrichit, on est motivé de faire les choses. C'est une toute autre conception, c'est une toute autre dynamique. Et j'ai envie de dire, les mots du coup, il y a des mots neufs qui surgissent. On se sent autre, on sent que des mots nouveaux surgissent. Et ces mots qui étaient si compliqués à comprendre, à entendre, à rechercher, à essayer d'ajuster et à mettre sur le papier, ces mots, en fait, subitement, bah, du coup, ils coulent de source, quoi. Il y a une fluidité. Donc là, je sens bien maintenant que là, je suis en train d'écrire justement sur cette découverte de moi-même depuis, depuis ton diagnostic. je, je me dis, mais en fait, je me reconnais plus, quoi, en fait. J'ai vraiment le sentiment de. C'est un autre Pascal, quoi. Je veux dire,
le gars, il est léger, il a des moments comme ça de vrai bonheur, il a plus des moments où il a le sentiment de se mentir, du coup de mentir aux autres, d'être dissocié ou d'être en dissonance cognitive. En fait, c'est impressionnant en fait de se découvrir soi-même autre et donc de devenir enfin celui qu'on a tellement si longtemps cherché à être et qu'on ne parvenait pas à être, quoi. Je voulais lire aussi peut-être, enfin, quelques passages encore et le texte que tu avais écrit, La normalité n'est pas faite pour moi, puisque c'est le titre de ta vidéo. Alors, dans les quelques passages, il y a des moments où vraiment tu décris presque une crise autistique, hein, assez faiblement en disant mon être frôle de nouveau la paralysie. C'est quelque chose qui peut se vivre vraiment dans, dans l'autisme pour plusieurs raisons, mais notamment par rapport à ce qu'on a dit, c'est-à-dire être obligé d'être clivé quelque part toute sa vie entre sa tête et son corps, sa tête et ses émotions, soi et l'autre, et ce qu'on est censé être et ce qu'on est, ça rend effectivement fou. Et donc, tu parles souvent de pensées folles, de l'être qui se disloque, de voix qui surgissent de l'abîme et de la peur de devenir fou, du sentiment d'exagération aussi, dont tu avais parlé tout à l'heure. Et je me dis, ça c'est dramatique parce que la personne autiste non diagnostiquée se dit, mais j'exagère, 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 et donc s'en veut à honte ou se culpabilise ou se cravache, alors qu'en fait c'est le contraire. C'est que une fois qu'elle a été diagnostiquée, elle comprend que euh, c'est le contraire. Elle a réussi à faire beaucoup plus de choses qu'elle est censée avoir été capable de faire, quoi. Donc, Mm. je pense que ça amène un soulagement gigantesque de se dire, mais en fait, waouh, j'ai réussi à faire tout ça. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Regarder aussi le passé en regardant par où on est passé et se dire j'ai quand même réussi. Parce qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, enfin moi en tout cas, parce que ici c'est mon témoignage, hein, je n'appose rien à personne et personne n'est obligé de s'y retrouver. Mais à un moment donné, on s'autorise aussi à voir ce que l'on a réussi à faire malgré d'où on vient, malgré tout. Très longtemps, je me forçais à faire, je me dépassais et jamais en fait je ne m'autorisais à dire mais tu te rends compte, c'est bien en fait parce que quelque part quand autour de toi on ne te félicite pas, il n'y a pas cette reconnaissance, bah, quelque part tu te dis bon bah oui tu as fait, tu as entre guillemets engrangé, mais tu n'as jamais en fait le sentiment de d'avoir réalisé quelque chose, de t'être réalisé. Tu es toujours de nouveau dans le faire. Après, quand tu refais correct toi-même, tu te retournes et tu dis, c'est quand même incroyable, en fait, Pascal. Toi qui étais mutique, t'as quand même choisi le métier d'avocat, c'est quand même pas rien, quoi, défendre les autres quand soi-même, on n'a pas été capable de se défendre. Ouais. Euh, et puis vouloir donner cours aussi, c'était extrêmement compliqué de prendre la parole devant une classe. Moi qui avais été justement dans la scolarité très isolé, très seul en fait, et toujours en classe un peu au fond avec cette peur qu'on m'interroge et toujours sous tension extrêmement renfermée, la peur des autres, la peur qu'on m'interroge sur mon père, etc., ne sachant pas qui j'étais, ne voulant ayant honte aussi du coup de mon père. Donc me dire à un moment donné, je sais ce que c'est qu'avoir été un étudiant euh, qui a été pour le coup dysfonctionnel dans ses études et toute cette difficulté d'étudier, d'être bien avec les autres. Du coup, de me dire un jour pouvoir être professeur et donner cours à une classe, c'est aussi incroyable. Et oui, et en fait, après coup, tout ça, en fait, tout ça m'enrichit et tout ça me fait dire, comme je disais tout à l'heure, surtout, c'est ça le message essentiel, en fait, c'est que c'est quelque part on se dit ce que moi j'ai réussi pour le coup à être. euh, S'il vous plaît, à votre tour, ne désespérez pas un jour d'être en fait celui que vous avez véritablement à être. Et vous avez aussi vous en fait votre propre chemin qui va être un chemin du coup très singulier, un chemin
là où les autres ne vous attendaient pas ou ne vous attendaient plus. Et pouvoir reprendre sa vie en main, c'est se dire à un moment donné, je vais peut-être en choquer certains, je vais peut-être générer des incompréhensions, ça va peut-être quelque part me couper de certains, mais en fait, je crois comme toi, je pense qu'à un moment donné, euh, c'est apprendre ou à laisser, c'est ça en fait, c'est apprendre ou à laisser. Et ceux qui nous aiment vraiment, qui nous comprennent vraiment, qui savent ce qu'on a traversé, qui savent d'où l'on vient, qui comprennent notre mode de fonctionnement, ceux-là en fait, ils sont certes rares, mais je préfère une ou deux rencontres extrêmement rares, puissantes et véritables, à des dizaines en fait de personnes qui quelque part gravitent autour de toi parce qu'en réalité c'est par intérêt, c'est par hypocrisie, c'est juste pour faire la fête. Et puis quand tu es dans la dèche en fait, bah, en réalité c'est là comme on dit que l'on voit ses véritables amis aussi. Donc tu acceptes aussi du coup en fait Sophie beaucoup plus facilement cette solitude parce que tu comprends mieux qui tu es. Et donc j'ai plus comme j'ai pu avoir cette tension intérieure de me dire mais enfin fais quand même un effort, t'as pas beaucoup d'amis, t'as pas beaucoup d'amis, t'es pas normal en fait. Et à un moment donné je comprends mon mode de fonctionnement et je dis mais non en fait il y a beaucoup de personnes qui de fait ne me correspondent pas. C'est pas méchant, c'est pas rejeter les autres, c'est dire simplement vous avez votre cercle d'amis, on a un cercle plus ou moins étendu en fonction de qui nous ressemble. Je veux dire, il n'y a rien d'anodin. On ne se fréquente pas par hasard. Et donc je ne fréquente pas par hasard certaines personnes et je ne suis pas en lien avec certaines personnes, pas par hasard non plus. Donc à un moment donné, de nouveau, se respecter, c'est de se dire, voilà, je fais chemin avec les personnes avec qui je me sens bien, je me sens en phase, je me sens en harmonie et où finalement, c'est ça, où finalement je peux être intégralement moi-même sans avoir de retour de bâton. Et ça, c'est vrai que quand on a été dans le masquage, qu'on a été dans la recherche de reconnaissance par peur de perdre l'autre, du coup, se dire qu'à un moment donné, on peut être véritablement soi et donc laisser tomber le masque pour le coup, et être enfin quelque part le véritable acteur de sa vie, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Et de se dire, waouh, c'est des rencontres que j'ai cherchées toute une vie que je pensais peut-être ne jamais, ne jamais connaître. Et puis tu te dis, ben en fait, l'imprévisible, l'inattendu peut parfois advenir, et du coup qu'il advienne aussi pour tant et tant d'autres personnes qui sont elles-mêmes en recherche. Et toi comme moi, on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des souffrances abyssales, qui se débattent avec elles-mêmes, qui ne se comprennent pas. Et si elles avaient cette clé-là ou une autre, peu importe, mais la clé qui permet de se comprendre et de s'unifier, de se dire, OK, j'ai compris qui je suis, j'ai compris que j'ai de la valeur à mes propres yeux, que je peux aussi avoir de la valeur aux yeux des autres, et je ne vais plus ramper, je vais enfin devenir celui que j'ai à être, que j'ignorais que j'étais. Et c'est un langage universel, C'est un langage autiste, universel, autiste ou pas, en fait. clairement. Euh, C'est ce que moi j'ai toujours quelque part recherché aussi, c'est toujours ce que j'ai détesté finalement dans la religion, c'est que il clivent les gens les uns contre les autres, il différencie, il y a de nouveau ceux qui sont dans la vérité, ceux qui sont dans le mensonge, et c'est une façon absolument incroyable, mais pour le coup pas du tout artificielle, mais véritablement naturelle, que de se dire à un moment donné, nous sommes tous humains, et qu'est-ce qui fonde véritablement notre humanité, si ce n'est le fait que l'on peut se montrer tel que l'on est, vulnérable, mais avec en fait derrière cette vulnérabilité une richesse absolument incroyable. Et toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, ont osé être vulnérables, euh, en fait, c'est, c'est très émouvant, en fait. C'est très émouvant, c'est très troublant. C'est être véritablement, peut-être pour la première fois, humain, en fait. Véritablement humain dans le sens plein et entier du terme. C'est ne plus se fuir et c'est ne plus fuir l'autre, c'est ne plus fuir la relation,
Oui, c'est véritablement être soi. C'est vrai que c'est quelque chose de très rare et c'est exactement ce que tu fais dans ta chaîne, en fait, hein, d'écouter les gens dans ce qu'ils ont à dire de leur propre fond et aussi au fond des choses et que tu t'es prêté au jeu aussi toi-même. Euh, c'est très rare, oui. Donc, tu as fait déjà un peu ce chemin hein, avant l'histoire du diagnostic. Donc, si on résume ton chemin, euh, tu passais à côté de ta vie, tu t'es beaucoup dans le faire, et puis tu t'es arrêté pour creuser en toi avec cette recherche de d'absolu très autistique, de solitude aussi très autistique. Je lis un passage où tu écris Je voudrais œuvrer en moi, me retirer du monde et de ses obligations, non pour le fuir, mais pour me trouver enfin. Et ailleurs, au fond, je suis un ermite. J'ai ce besoin de creuser en moi, ce besoin de solitude. Et puis, une fois creusé en toi, ben, tu découvres tu creuses et tu cherches quelque chose que tu ne trouves pas. Tu écris que dois-je parvenir à déterrer qui est si grave pour me tourmenter jour et nuit? Donc, le sentiment d'exagération dont tu parlais, l'impalpable réalité, l'impossible vérité, mais qu'ai-je vécu de si grave qui me plonge ainsi dans la mort depuis si longtemps? L'effet est là palpable, mais la cause invisible. Où est le lien? Et puis plus tard, donc ça c'était dans les... Ah non, j'ai pas écrit le titre du livre, mais plus tard dans un blog, donc on est déjà en 2019, il y a une part de toi quand même qui a décidé du coup que tu n'étais pas normal et que c'est ça, et que tu étais et que tu allais juste être toi. Dans ce fameux titre qui fait l'objet de la vidéo, la normalité n'est pas faite pour moi. Longtemps j'aurais essayé, me serais contraint d'être comme tout le monde. Ne pas faire de vagues, rester dans le moule, disparaître dans l'anonymat s'il m'était possible, me fondre dans la masse informe, être simplement normal. Que rien ne dépasse de ma personne, surtout ne pas se faire remarquer. N'être simplement personne comme tout le monde. Je saute certaines phrases. Je souriais comme il faut, je serai vous s'il le faut. Et s'il le faut, puisque je n'ai pas appris à être moi, et puisque je ne sais pas vivre, je regarde comme font les autres, j'imite, je mens, je me perds. Ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve beaucoup dans des témoignages de personnes neuroatypiques. Euh, J'essaye d'être normale, d'être sans désir, d'anticiper les imprévus. J'étouffe en silence, ne veux pas déranger, je ne veux même pas vivre, je suis une image. Un visage sans lueur, sage bien comme il faut, subir à défaut de mieux, quand bien même ça fait mal, jusqu'au jour où je n'ai plus pu. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'assumer, assumer qui je suis intégralement. Donc tu écris déjà ça il y a 5 ans, hein. Avec mes défauts, mes failles, mon passé, en comprenant d'où je viens, l'enfant que je fus, le combat qu'il me fallut mener pour m'aimer, m'accepter, réconcilier l'inconciliable, la honte, la haine de soi, le besoin irrépressible d'estime, pour se réparer, se faire confiance, goûter enfin l'instant présent. Depuis, j'ai ce côté un peu exubérant. Je plaisante avec l'inconnu, me moque des convenances, cherche de moins en moins à plaire, seulement à être moi en accord avec ce que je suis. Je ne cherche plus à être compris ni à me justifier. Je cherche moins le besoin de reconnaissance que l'amitié sincère. Je consens à vivre seul s'il le faut, loin des foules, loin du comme il faudrait, du qu'en dira-t-on, du mensonge ambiant. Déplaire n'est rien si je suis moi. Ne plus être compris n'est plus blessant si je sais qui je suis, si je m'accepte enfin comme je suis, singulier comme vous et moi. M'assumer enfin, loin des dieux et des hommes. Puisque seul il me faudra bien mourir, j'entends bien vivre loin des sirènes du conformisme, du bien comme il faut et autres contre-vérités du même genre. La normalité n'a jamais été de ce monde. Les fous, à leur façon, nous le rappellent. Et la façon dont tourne le monde, avec ses murs et ses étrangers qui meurent en Méditerranée, à cause des gens normaux bien comme il faut, à cause de cette normale inhumanité. J'ai un problème avec le bon chic, bon genre, le nivellement par le bas, la dépression de ne pas être soi, d'être obéissant à la norme. Vivre, c'est ne plus dépendre. Il faut n'avoir été rien pour le comprendre. On peut mourir en étant comme les autres, en refusant d'être soi. Aussi, je briserai toutes les limites que je m'étais imposées. La normalité n'est pas faite pour moi. Ouais. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est fou à la relecture de ce que je comprends de moi-même, c'est fou de me rendre compte que, comme je l'ai dit,
tout était déjà là, de plus en plus là, depuis mon premier livre, et là, l'extrait que tu lis, de fait aussi, c'est, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Mais ce qui est impressionnant, en fait, aussi, tu vois, c'est qu'à un moment donné, tu dis parfois, en fait, des choses en te disant, bon, je continue un tout petit peu à m'auto-convaincre que ce que je dis est vrai, mais j'ai encore besoin d'être validé, qu'il y ait cette reconnaissance extérieure. Demain, en fait, si sur cet échange vidéo, il y a plein de personnes, en fait, qui critiquent, qui comprennent pas, je sais tellement, en fait, par où je suis passé maintenant, et je sais tellement qui je suis, qu'en réalité, je m'en fous complètement, en fait. Je m'en fous complètement. Euh, Au point où tu as dit à plusieurs reprises le titre de ton générique, c'est la normalité pas faite pour moi. C'est vrai que c'est le premier générique que j'ai concocté parce que je l'ai partagé dans le groupe Chercher la source. Et puis en fait, ça m'a travaillé en fait. Je me suis dit Pascal, tu es encore en train de tergiverser là. C'est pas tout à fait juste. Ça, c'est ce que tu as écrit dans ton blog il y a quelques années. Et donc en fait, je me suis dit, je dois assumer qui je suis. Et du coup, en fait, j'ai changé le titre. J'ai mis du coup, je suis né autiste. Waouh. C'est plus juste. Donc, Wow. avec un sous-titre que pour le coup, je te laisserai découvrir. Mais c'est vrai que c'est la seule manière en fait de véritablement s'unifier et c'est aussi la seule manière de se désencombrer des étiquettes que les autres voudraient te mettre. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans l'idée qu'il s'agit véritablement d'un spectre, c'est-à-dire que ça évite précisément, c'est pas qu'on se met une étiquette, c'est que l'autre nous met une étiquette et il nous met une étiquette à partir de ses propres projections et que donc à un moment donné, c'est à lui de changer son regard. C'est pas à moi de changer le regard que j'ai aujourd'hui sur moi. C'est à l'autre en fait qui n'entend pas, qui ne veut pas comprendre, d'être honnête, lucide. Et si réellement il cherche à comprendre, eh ben, il y a matière à comprendre. Il y a plein de livres sur la question écrits intelligemment. Il y a plein de témoignages d'autistes. Il y a plein de vidéos en ligne. Donc j'ai envie de dire quelque part qu'il fasse le chemin que moi j'ai fait, c'est-à-dire qu'il aille voir, qu'il aille se renseigner, qu'il aille entendre et qu'il ose en fait quelque part aussi remettre en question ses a priori, remettre en question ce qu'il pense savoir. Exactement en fait comme ça a toujours été le cas dans l'humanité, c'est-à-dire que il y a des sujets tabous, il y a des choses en fait qui ne sont pas à dire, qui doivent rester secrètes, et il y a toujours en fait des personnes qui à un moment donné disent je vais aller là où ça fait mal, je vais aller là où vous n'avez pas envie d'entendre. Et ces personnes effectivement sont pour moi entre guillemets ce qu'on appelle les hérétiques, et c'est personnes que j'adore, comme je l'ai dit, qui mettent en réalité la main dans le cambouis et qui mettent le doigt là juste où il faut. Et après, c'est toujours la même chose, ça passe par plusieurs phases. Les gens sont fous, après on commence à se dire peut-être que non, et après en fait c'est banal. C'est-à-dire que oui, effectivement, cette personne avait parfaitement raison. Et c'est comme ça en fait que le monde évolue, en tout cas en Occident. Il faut sortir de la honte, il faut sortir du déni, de la culpabilité et se dire, mais vous savez en fait, le drame, c'est pas que je sache maintenant qui je suis, que je vous dise qui je suis. Le drame en fait, ça a été jusqu'à maintenant de ne pas savoir qui j'étais. Et c'est ça en fait que je vous demande d'entendre. Et c'est peut-être ça le plus difficile pour vous, c'est de vous dire, ah bah effectivement, on est passé en fait complètement à côté de telle ou telle personne, on est passé à côté de ce qu'était l'autisme, et ça nous arrangeait peut-être bien en fait. Et maintenant, à vous de vous remettre en question, quoi. À vous d'entendre la souffrance que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre. À vous de faire votre propre chemin. Moi, avec le mien, maintenant, aujourd'hui, je suis bien. Et c'est peut-être pas grâce à vous que je suis bien. Je suis bien parce que j'ai fait mon chemin avec des personnes qui éventuellement pouvaient m'entendre. Mais ce chemin, je l'ai fait seul. Je l'ai fait seul dans la solitude la plus extrême. Yes. On s'arrête là-dessus? On s'arrête là-dessus ou on s'arrête si tu veux bien, puisque j'ai appris à parler maintenant, je vais quand même dire un dernier petit mot. Vas-y, vas-y. J'aime beaucoup, parce que tu vois, en fait, avant le diagnostic,
J'ai quand même écrit encore un petit livre où je me cherchais, où j'essayais de retranscrire en quelques mots l'essence même de ce que j'avais compris de moi dans ce petit livre S'évader. Et ce petit livre S'évader, en fait, il partait d'une parole justement qui me paraissait tout à fait ajustée à ce que j'étais en train de traverser, ce que j'avais vécu. C'était un mot d'Albert Camus dans ses carnets d'avril 1959. J'ai voulu vivre pendant des années selon la morale de tous. Je me suis forcé à vivre comme tout le monde, à ressembler à tout le monde. J'ai dit ce qu'il fallait pour réunir, même quand je me sentais séparé. Et au bout de tout cela, ce fut la catastrophe. Maintenant, j'erre parmi des débris. Je suis sans loi, écartelé, seul et acceptant de l'être, résigné à ma singularité et à mes infirmités. Et je dois reconstruire une vérité, après avoir vécu toute ma vie dans une sorte de mensonge. C'est beau ces mots. Et quand je les entends chez quelqu'un, d'autre qui le dit, je me dis pas ce type complètement fou, je me dis c'est Albert Camus, c'est magnifique en fait, ces mots, ça me rejoint, ça me parle. Et donc dire sa vérité, dire sa réalité, ce n'est pas honteux, ce n'est pas culpabilisant, c'est juste en fait se rejoindre et devenir capable de rejoindre autrui. Et c'est ça notre humanité justement. Donc c'est juste magnifique en fait. C'est le seul message, à mon sens, qui doit être audible, c'est celui-là, quoi. C'est, comme disait Simon Charles Juliet déjà à l'époque, c'est se rejoindre, ça c'est le plus beau, en fait. C'est la seule chose qui vaut la peine. Hum, Si vivre vaut la peine, ça ne vaut la peine que si on a réussi un tout petit peu à se rejoindre pendant notre courte existence sur Terre. Donc Sophie, je vais terminer par là et je vais terminer en te disant merci de m'avoir quand même, du coup, révélé à moi-même parce que ce n'est pas rien. À bientôt. À bientôt, Pascal.